Jean, bonsoir, ou rebonsoir, et bienvenue dans Réflex Histoire. Réflex Histoire, les histoires qui font peur, méga peur. Toujours. Ou pas. Braves gens, pour cette deuxième nouvelle de cette soirée, ou peut-être votre première si vous regardez en rediff, je vais vous lire Esprit frappeur, authentique, de Charles Dickens. Braves gens, bonne écoute. L'écrivain qui s'apprête à conter fidèlement dans le présent article 3 de ses expériences de spiritisme se doit de souligner que jamais il n'avait cru aux coups ou aux indices envoyés par l'au-delà avant d'en faire lui-même l'expérience. Dans les représentations simplistes qu'il s'en faisait, les habitants du monde des esprits devaient se hisser loin au-dessus des sommets d'absurdité de Peckham ou de New York. Et, étant donné les montagnes d'ignorance, de vanité ou de bêtise dont jouit la planète, il ne lui semblait guère désirable d'en appeler à des êtres immatériels pour ajouter encore aux fautes d'orthographe ou aux pires inepties de l'humanité. En fait, il inclinait même fortement contre ces respectables esprits qui, en se donnant la peine de nous rendre visite, ne font guère que se ridiculiser au plus haut point. Tel était l'état d'esprit bassement matériel de notre écrivain, du moins jusqu'au 26 décembre dernier. En cette mémorable matinée, environ 2 heures après le lever du jour, plus clairement à 10h moins 20, selon la montre qu'il gardait posée sur sa table de chevet et que l'on peut voir dans les locaux de son journal sous la forme d'un demi-chronomètre fabriqué par l'horloger genevois Boat et portant le numéro de série 67709. En cette mémorable matinée donc, l'écrivain, se réveillant en sursaut et portant la main à son front, sentit distinctement à cet endroit 17 fortes pulsations ou palpitations. Elles s'accompagnaient d'un sentiment douloureux dans cette partie du corps et d'une sensation générale qui pouvait vaguement rappeler les symptômes d'une crise de foie. Sans vraiment savoir ce qui l'y poussait, il interrogea : « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La réponse qui lui parvint immédiatement sous forme de pulsation ou de palpitation sur le front fut « hier ».
sans vraiment savoir ce qui l'y poussait. Il interrogea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La réponse qui lui parvint immédiatement sous forme de pulsations ou de palpitations sur le front fut « hier ». L'écrivain, qui n'était pas encore bien réveillé, demanda alors « Hier, c'était quoi ?» Réponse « Le jour de Noël ». L'écrivain, qui avait maintenant bien repris ses sens, s'enquit. Qui est le médium dans le cas présent ? Réponse. Clarkins. Question. Monsieur ou Madame Clarkins ? Réponse. Les deux. Question. Et quand vous parlez de Monsieur Clarkins, vous vous référez au père ou au fils ? Réponse. Les deux. Il se trouve que l'écrivain avait dîné la veille avec son ami Clarkins, que l'on peut consulter à ce sujet au siège national du journal, et que la discussion lors de ce dîner avait porté sur les esprits dont on avait largement débattu. L'écrivain se souvenait en outre que, durant la discussion en question, les deux Clarkins, père et fils, s'étaient montrés fort loquaces et avaient presque imposé cet unique sujet aux convives. Miss Clarkins, elle aussi, avait pris une part active au débat et avait fait remarquer d'un ton enlevé, voire exalté, que cela n'arrivait qu'une fois par an. Convaincu par ses souvenirs que les coups émanaient de quelque pouvoir spirit, l'écrivain poursuivit donc ses questions. Qui êtes-vous ? Les coups reprirent sur son front, mais de manière totalement incohérente. Pendant un bon moment, il ne put déterminer de quoi il s'agissait. Après quelques minutes, l'écrivain s'enquit à nouveau d'une voix solennelle, tout en se tenant la tête et en poussant un gémissement. « Mais dites-moi qui vous êtes !» À nouveau, la réponse consista en coups incohérents. Il demanda alors, aussi solennellement qu'auparavant, et avec un nouveau gémissement. « Quel est votre nom ?» La réponse parvint sous la forme d'un son très similaire à celui d'un rose sonore. Il apparut plus tard que cette voix surnaturelle avait été distinctement perçue par Alexandre Pimpion, le valet de chambre du journaliste, 7e fils de la veuve Pimpion, blanchisseuse, qui se tenait dans la pièce d'à côté. Question. Vous ne pouvez pas vous appeler Ro. Ce n'est pas un nom propre. Nulle réponse ne parvenant, l'écrivain reprit. Je vous demande instamment
au nom de notre amitié commune pour le médium Clarkins, senior, junior, mais aussi madame, de révéler votre nom. » Des coups, frappés avec une extrême réticence, répondirent jus de prunelle, campèche et mûre. Reconnaissant là sans peine une parodie de toile d'araignée, phalène et grain de moutarde dans le songe d'une nuit d'été, l'écrivain se permit de répondre. « Mais ça ne peut pas être votre nom !» L'esprit frappeur reconnut que non. « Alors, comment vous appelle-t-on couramment ?» Un long silence. Une fois de plus, « Comment vous appelle-t-on couramment ?» L'esprit, qui cette fois ne pouvait plus se dérober, répondit sur un ton particulièrement solennel. « Esprit de vin. » Cette affreuse révélation jeta l'écrivain dans un état de prostration proche de l'inconscience. Et il resta ainsi un quart d'heure allongé sur son lit pendant que les coups continuaient avec violence et que défilait devant ses yeux toute une série d'apparitions occultes de teintes sombres et ressemblant fortement à des crapauds dotés du pouvoir de s'étirer de temps à autre en longues notes de musique qui nageaient dans l'espace. Après avoir contemplé des bataillons entiers de ces apparitions, l'écrivain demanda à l'esprit frappeur : « Qu'est-ce qui, globalement, vous ressemble le plus ?» La réponse terrifiante fut : « Le cirage. » L'écrivain, de plus en plus submergé par l'émotion, eut besoin d'un long moment pour se contrôler, puis il interrogea : « Me conseilleriez-vous de prendre un remède ?» Il lui fut répondu que oui. Question : « Puis-je écrire un mot ?» Réponse : « Faites donc. » À l'instant même, un crayon et un morceau de papier qui se trouvait sur sa table de chevet bondirent dans sa main. Et il se vit contraint d'écrire ce message occulte, d'une graphie curieusement instable et dont les lignes avaient tendance à descendre, alors que son écriture en général est des plus régulières et parfaitement droite. Mr. C.D.S. Booney présente tous ses hommages à messieurs Bell et compagnie, pharmaciens à l'angle d'Oxford Street et de Portland Street, et les prie d'avoir la bonté de lui faire envoyer, par l'entremise du porteur de cette lettre, l'une des pilules bleues en distillat de 5 grains et le sirop noir de même degré, dont vous avez la fabrication exclusive. Mais, avant de confier ce document à Alexandre Pimpion, qui malheureusement le perdit en revenant,
à moins qu'il ne l'ait, comme on peut le soupçonner, volontairement inséré dans l'un des trous du brasero d'un vendeur ambulant de marrons grillés pour voir s'il s'enflammerait. L'écrivain se résolut à poser une toute dernière question pour tester l'esprit frappeur. Il demanda donc d'une voix lente et grave: « Ces remèdes vont-ils me donner des brûlures d'estomac ? » Il est impossible de décrire le ton d'absolue certitude sur lequel il lui fut prédit que oui. Cette certitude devait lui être pleinement confirmée par l'expérience, comme l'écrivain s'en souviendra longtemps. Et après ces révélations, est-il besoin de le dire, il n'eut plus l'ombre d'un doute. La communication suivante, tout aussi passionnante, dont se vit gratifié notre auteur après cela, se produisit sur l'une des grandes lignes de chemin de fer. Voici dans quelles circonstances elle s'offrit à lui le 2 janvier de l'année en cours. Il s'était remis des émotions de la précédente visite des esprits et avait à nouveau sacrifié aux festivités d'usage en cette saison. Après avoir passé la journée de la veille en réjouissance, il faisait route pour ses activités commerciales vers une ville bien connue où il devait traiter certaines affaires. Et comme son train était en retard, il avait déjeuné sur le pouce, encore plus vite qu'on le fait généralement en voyage. La jeune serveuse qui était au comptoir s'était montrée très peu empressée à son égard, car elle était accaparée à ce moment-là par les détails de sa coiffure et de son habillement, et une moue de dédain se lisait sur son visage expressif. Il s'avéra que cette jeune fille était un puissant médium, comme le prouvèrent les faits qui suivent. L'écrivain avait rejoint le compartiment de première classe où il se trouvait être le seul voyageur. Le train s'était remis en marche, il s'était mis à somnoler et, selon l'implacable décompte de la montre, 45 minutes s'étaient écoulées depuis sa rencontre avec la jeune médium, lorsqu'il fut réveillé par un instrument de musique d'un genre très particulier. Cet instrument, découvrit-il avec un mélange de surprise et d'inquiétude, jouait dans ses entrailles. Sa tonalité générale, difficile à définir, évoquait un clapotis sourd, assez similaire, si l'on peut se permettre cette comparaison, aux mélodies des gargouillis d'estomac. C'est en tout cas cette humble impression qu'ils firent à notre auteur. Au moment où il prenait conscience de ce phénomène, une succession rapide de coups violemment frappés dans son estomac, jointe à une oppression de la poitrine, attira l'attention de l'écrivain. Instantanément, tous ses doutes se dispersèrent.
et il entra en communion avec l'esprit frappeur. Voici la teneur de leur dialogue. Est-ce que je connais votre nom ? Je pense bien. Est-ce qu'il commence par un P ? Je pense bien. Est-ce que vous avez deux noms qui commencent tous deux par un P ? Je pense bien. Trêve de plaisanterie. Je vous ordonne de me dire votre nom. L'esprit, après quelques secondes de réflexion, épela les lettres. Pâté. L'instrument de musique joua alors quelques brèves mesures d'une mélodie. L'esprit recommença ses communications et épela le mot « porc ». Or, cette préparation, denrée ou victuaille particulière qu'est le pâté de porc, avait justement constitué, se moquera de lui qui veut, le déjeuner de notre auteur. Et il lui avait justement été servi par cette jeune fille, en qui il reconnaissait maintenant un puissant médium. Bien convaincu, après ces révélations inattendues que les informations qui lui étaient communiquées venaient de l'au-delà, l'écrivain poursuivit le dialogue. Vous vous appelez pâté de porc ? Oui. Timidement, comme s'il devait se forcer à poser cette question, l'écrivain demanda : « Et est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, du pâté de porc ? » Si. Il est inutile de tenter de décrire le réconfort et le soulagement intime que l'écrivain tira de cette réponse capitale. Il continua. Entendons-nous bien. Vous êtes en partie du pâté et en partie du porc. Exactement. Comment est fait le pâté ? Au sein d'où ? À cet instant s'éleva de l'instrument de musique un genre de modulation plaintive. Puis les mots « graisse animale »
question. Pour que j'essaye de me faire une image de vous, à quoi ressemblez-vous ? Réponse immédiate. Plomb. À ce stade, l'écrivain se sentit envahir par le découragement. Mais il reprit, après s'être un peu ressaisi. Question. Et pour l'autre partie de vous, de nature porcine, de quoi celle-ci est faite ? Réponse comme piquée au vif. Eh bien, de porc, évidemment. Mais enfin, le porc n'est pas nourri au porc. Et pourquoi pas ? Une étrange sensation intestinale, proche du lâcher de pigeon, s'empara de l'écrivain. Il eut alors une incroyable illumination et dit : « Seriez-vous en train de suggérer que les êtres humains qui s'attaquent inconsidérément à ces forteresses indigestes connues sous le nom que vous portez, sans avoir le temps de les concasser, étant donné l'extrême solidité de leur assemblage presque impossible à broyer, vous laissent en général suffisamment de reste à vous autres médiums pour que vous puissiez nourrir au pâté de porc les porcs qui feront les futurs pâtés. » C'est exactement cela. Alors, pour paraphraser notre barde immortelle, tout est bon dans le cochon. Un cochon bien égorgé, et v'là pour vous 10 pâtés. Notre auteur était profondément remué. Mais, voulant continuer à mettre cet esprit à l'épreuve et désirant savoir s'il émanait, selon le terme poétique utilisé par les spirites américains les plus avancés, de l'un des cercles les plus étroits et les plus élevés, il posa la question suivante pour tester ses connaissances. Et, indépendamment de celles que vous avez mentionnées, quelles autres substances se mêlent aux brises qui jouent furieusement sur l'instrument de musique installé dans mes entrailles et qui en ce moment même se rappellent à mon bon souvenir ? Groseille, gomme-gute, camomille, mélasse, esprit de vin, eau de vie de pommes de terre. Rien d'autre. Non. Rien d'important. Les esprits supérieurs n'auront plus qu'à trembler et s'incliner. Les pauvres sceptiques qu'à rougir. Pour son déjeuner,
Notre auteur avait demandé à cette jeune fille, au puissant talent médiumnique, un verre de sherry, ainsi qu'un petit verre de cognac. Qui peut douter que les ingrédients mentionnés par l'esprit provenaient de ces deux dernières sources? Impossible donc de rester plus longtemps sceptique devant des expériences de ce type. Il convient seulement désormais de tenter de les élucider. C'est ce que suffira à prouver un autre exemple, splendide cas de communication avec le monde des esprits. C'était le destin tragique de notre écrivain que d'entretenir une passion sans espoir pour une demoiselle du nom de L.B., résidant à Bungay dans le Suffolk. Lorsque se produisit cette communication avec l'au-delà, la demoiselle n'avait pas encore ouvertement rejeté ses aveux, ni sa demande en mariage. Sans doute, comme on le découvrit plus tard, par respect envers son père, qui était quant à lui favorable aux espoirs de l'écrivain. Or, prêtez bien attention. Voici le message spirit. Un jeune homme que tout esprit bien constitué eût trouvé insupportable et qui a depuis épousé mademoiselle B était reçu par la famille. Le jeune frère de la demoiselle, revenu de pensionnat pour les vacances, était également présent, ainsi que l'écrivain. Toute la famille était assemblée autour d'une table ronde. C'était le mois de juillet, et toutes les formes des objets s'estompaient dans le crépuscule, heure des esprits. Soudain, le père de famille, qui s'était assoupi, poussa un cri terrible qui nous glaça le sang et s'exclama exactement en ces termes, car son éducation avait été négligée dans sa jeunesse. « Bon Dieu! Et v'là-t-il pas que quelqu'un me fourre un message dans la main, sous ma propre table d'acajou ?» L'assemblée fut frappée de stupeur. Et la mère, Miss B, ajouta encore à la confusion en déclarant que depuis une demi-heure, elle sentait quelqu'un lui faire doucement du pied de temps à autre, ce qui ne fit qu'accroître la consternation générale. Monsieur B fit amener des chandelles. Et maintenant, prêtez bien attention au message spirit. Le jeune frère de la demoiselle s'écria, je cite mot pour mot,
sont les esprits, père. Cela fait 15 jours qu'ils s'en prennent à moi. » Le père demanda sur un ton irrité. « Comment cela, mon grand ? Comment s'en prennent-ils à vous ?» Le jeune garçon expliqua. « Ils essayent de faire de moi un garçon de poste, père. Ils sont constamment en train de me faire passer des messages occultes. C'est un de ces messages qui a dû s'égarer dans votre direction. Je dois être médium, père. » Ah ! Voilà que ça recommence ! Ah ! Mais quel incroyable médium je suis ! À ce moment précis, il fut pris de violentes convulsions et se mit à bredouiller comme un enragé et à lancer coups de pied et coups de poing comme s'il voulait me brutaliser. Ce qu'il réussit parfaitement, car ses coups pleuvaient sur sa respectable mère qui était tombée dans mes bras. Et il battait l'air avec la même violence que le télégraphe avant l'invention de l'appareil électrique. Pendant tout ce temps, le père était occupé à chercher le message sous la table, tandis que l'insupportable jeune homme, qui a depuis épousé mademoiselle B, protégeait la jeune fille avec un insupportable aplomb. « Oh, encore un coup !» criait sans arrêt le jeune frère. « Ah mais quel incroyable médium je suis ! Et encore un autre coup ! C'est un message qui arrive, père. Attention à la table !» Et là, prêtez bien attention au message. La table se souleva si brutalement qu'elle frappa une bonne demi-douzaine de fois la tête chauve du père, qui se tenait plié pour regarder dessous, sur quoi il se redressa précipitamment pour la masser très délicatement. Sa tête, j'entends, tout en l'invectivant furieusement. La table, j'entends. Je remarquai que les messages de la table suivaient rigoureusement le sens du courant magnétique. En d'autres termes, un axe sud-nord, ou qui allait du jeune frère vers son père. J'aurais pu poursuivre ces observations tout à fait passionnantes, si brusquement la table ne s'était mise à tourner pour se renverser sur moi, en me précipitant au sol d'autant plus violemment que le jeune frère l'avait poussée d'un grand coup et avait volé à terre avec elle, tout en continuant à délirer, de sorte qu'on ne put le déloger de là durant un bon moment. Et pendant tout ce temps, écrasé à la fois sous son poids et sous celui de la table, je l'entendais crier sans discontinuer à sa sœur et à l'insupportable jeune homme qu'il pressentait l'arrivée imminente d'un autre message. Pourtant, aucun autre message n'arriva. Après une brève promenade dans la nuit en compagnie des jeunes gens, des deux jeunes gens, le jeune garçon reprit ses esprits et ne manifesta plus aucun autre effet secondaire de l'expérience sublime qui lui avait été offerte, si ce n'est une légère tendance au fou rire et un mouvement répétitif, je dirais même compulsif, de sa main gauche vers sa poitrine ou vers la poche supérieure de son gilet. Alors, n'était-ce pas là un exemple de message spirit ? Que trouveront à y redire les esprits sceptiques et railleurs ?
pâté de porc. Well.